Bonjour Laure Mandeville, merci Bonjour. beaucoup d'être là ce matin. Vous êtes également la co-auteure de Quand l'Ukraine se lève chez Talent Édition. L'Ukraine en l'occurrence, elle résiste depuis 10 mois à Bakhmout en particulier. On l'a vu encore en ce début de semaine. Nous continuerons en dépit des prévisions, des conseils à tenir Bakhmout. C'est ce que dit le commandant des forces terrestres ukrainiennes. Ça veut dire que les Occidentaux, ça veut dire que les Américains, que nous peut-être aussi, nous n'avons pas vu cette détermination ukrainienne, cette capacité à tenir envers et contre tout. Tout à fait. Je crois que on n'a pas mesuré. Il y a eu finalement une approche en fait de ce conflit, surtout au début, qui était comptable. Souvenez-vous, on pensait que c'était impossible en fait qu'il y ait une résistance ukrainienne. Quand vous comptabilisiez les forces russes, cette armée qui compte des centaines de milliers d'hommes et qui les avait massés à la frontière, de l'autre côté l'armée ukrainienne, le nombre de chars, on voit bien une dissymétrie absolument colossale en fait. Et donc on a sous-estimé en fait la capacité, l'inventivité, le courage et la volonté en fait de défendre leur patrie. L'esprit en fait est dans une guerre. Tous les généraux, tous les militaires disent en fait que dans la durée, une guerre est gagnée par ceux qui ont le plus la volonté de se battre. Et clairement, de ce point de vue-là, le moral est du côté de l'Ukraine. Et c'est vrai Est-ce que qu'il n'y a pas une dimension aussi, pardon, mais de propagande quand même si le mot fait un peu peur dit comme ça, au moins de communication, pour le dire de manière plus arrondie, de la part des Ukrainiens, parce qu'ils sont aussi très forts, on l'a vu, pour faire leur récit de la guerre, y oui. compris quand ils sont en difficulté, montrer là où il y a leur force. Oui, c'est vrai qu'ils ont pris l'avantage sur le plan de la communication. Là aussi, on parlait des opérations de propagande du Kremlin, mais je crois que les Occidentaux, les Européens, les Français ont découvert sur leurs écrans des mensonges tellement énormes et qui étaient tellement en contraste avec De la la part des réalité Russes. de la part des Russes que, évidemment, ils ont eu tendance à croire les Ukrainiens. Et je pense que les Ukrainiens jouent très habilement de tout ça. Mais ce qui est vrai, c'est quand même, il y a aussi les faits. Et le fait que les Russes, depuis au moins 9 mois, 10 mois, je ne sais plus à combien de mois on est, font le siège de À Bakhmout, Bakhmout. on atteint les 10 mois, vous avez raison. Les Oui. 10 mois, et ils ont perdu, d'après les annonces qui ont été faites récemment, ils auraient perdu 20 000 hommes et 80 000 blessés depuis le mois de décembre, je crois. Donc c'est des pertes absolument colossales. Et finalement, pour quel résultat? C'est-à-dire que qui finalement a gagné dans cette affaire? Oui, il contrôle aujourd'hui 80% de cette ville qui n'en est plus une, qui est une sorte de Qui est terrain détruite pratiquement détruite intégralement. intégralement, mais en réalité, cette bataille a permis aux Ukrainiens de les épuiser, véritablement décimer en fait Wagner, qui je crois aurait perdu sur les 20 000 hommes qui sont apparemment morts depuis le mois de Oui, les Américains, vous avez raison, disent que décembre. c'est Les la Américains moitié diraient Wagner que à Bakhmout, quoi. Exactement. C'est Est-ce que censé être vous... quand même aujourd'hui les troupes les plus aguerries en les fait. plus en pointe dans l'offensive la plus symbolique. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire, comme le font d'ailleurs les Américains, c'est ce que dit le porte-parole du Conseil de sécurité nationale John Kirby, Oui. que cette offensive de la Russie s'est retournée contre elle? C'est la formule qu'il a employée. Et que d'une certaine manière, celle qui en pâtit le plus aujourd'hui, c'est la Russie. Alors, c'est quand même une formule qui a des limites, parce que le territoire qui est occupé, c'est quand même le territoire Bien sûr. ukrainien malgré tout aujourd'hui. Bien sûr, donc il faut rester extrêmement prudent et nous sommes tous à retenir notre souffle pour savoir comment cette bataille va tourner. On attend tous cette contre-offensive ukrainienne, mais c'est vrai qu'on pourrait dire d'une certaine manière qu'il n'y a pas eu de véritable offensive russe telle que on l'avait imaginé il y a encore quelques mois. Quand on annonçait une grande offensive russe, on ne savait pas du tout que ça allait être concentré seulement sur Bakhmout. Et finalement, à Bakhmout, encore une fois, le rapport perte-gain paraît absolument défavorable à la Russie. Quand on regarde d'ailleurs, c'est Evgeny Prigogine lui-même, le fondateur de Wagner, qui s'est livré à une comptabilité qui est assez étonnante, une sorte de comptabilité au mètre gagné. Il a publié sur son compte Telegram, il dit 29 avril, on a gagné 100 à 150 mètres, 94 morts. 30 avril, 230 mètres de gagné, 99 morts. 1er mai, 120 mètres de gagné, 86 morts. Qu'est-ce que ça nous dit du rapport à la vie humaine? Parce que quand on regarde ces chiffres, on se dit mais quelle boucherie pour si peu. C'est une véritable boucherie et c'est vrai que c'est à la fois dérangeant et stupéfiant de voir la continuité en fait du rapport de cette armée russe aux hommes en fait. Et
qui sont considérés comme de la chair à canon. Je relisais avant de venir vous voir, je lisais un livre qui vient de sortir de Pierre Rigoulot, qui s'appelle Quand Poutine se prend pour Staline. Et il fait un chapitre absolument fascinant qui compare en fait ce qui s'était passé en Finlande en 1939 quand l'URSS Staline a envahi en fait la Finlande et ce qui se passe en Ukraine. Et vous lisez en fait le récit de cette opération de ce qu'il appelle c'est pas cette saison en hiver, enfin déroute en hiver, ce désastre en hiver finlandais. Et c'est incroyable de voir à la fois l'impréparation, le peu de cas de la vie humaine, les pertes absolument colossales en rapport aux Finlandais, qui étaient pourtant une toute petite armée. Enfin, on a l'impression, en lisant ça, de voir l'inventivité des Finlandais qui s'habillaient en blanc parce que sur la neige, dans les forêts, on les voyait pas. Ils ont pu attaquer et prendre l'avantage. Et ils ont quand même préservé une grande partie de leur territoire, même si un territoire a été avalé. Ça n'a pas de conséquences en Russie, les pertes russes, les défaites russes, sur l'opinion russe, sur la population russe, tout ça reste complètement imperméable? Vous savez, je dirais, on n'est pas dans une boîte noire, mais un peu. Là aussi, certains opposants russes, par exemple comme Khodorkovsky, sont absolument persuadés que énormément de gens sont en désaccord avec ce qui se passe et sont absolument horrifiés. Ils sont écoutés, par exemple, toutes les chaînes que lui a sur YouTube sont écoutées par des millions, il dit même des dizaines de millions de personnes. Donc, c'est très difficile, en fait, de se faire une idée sur ce que pensent les gens, parce qu'il y a une espèce de chape de terreur, en fait, qui s'est abattue sur la Russie. Vous voyez, en fait, l'ampleur de la répression, les peines qui sont absolument colossales, ou maintenant... Et qui ont été durcies encore, Qui ont d'ailleurs. été durcies et dans lesquelles, en fait, je veux dire, le désaccord d'opinion, le délit d'opinion devient un crime, une trahison, de haute trahison. Donc en fait, si vous voulez, on a une gradation aujourd'hui dans la manière de formuler ce qui apparaît comme un délit qui est devenu incroyable. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de gouvernement par la terreur. Oui, c'est une forme de terreur qui est en train de se déployer. Et donc, c'est vrai que les gens ont très, très peur. On les comprend. Le moindre petit... Je voyais, il y a une femme qui avait mis sur une banderole P... P, mai, pour le mois de mai, un autre mot, et donc P, donc c'est juste, elle exprimait qu'elle voulait la paix, donc ça veut dire qu'elle était contre la guerre, et elle a été immédiatement embarquée. Et donc c'est vrai que c'est quand même, ça devient extrêmement difficile de survivre, et donc les gens rentrent dans une sorte de silence, de mutisme, d'exil intérieur. Et je dirais qu'il y a aussi, bien sûr, le fruit de la propagande, on l'a dit maintes fois sur ces plateaux, qui fait qu'une partie de la population est toujours dans cette espèce de syndrome impérial, de vengeance, et ils préfèrent rester du côté de cette effroyable opération, parce que ça serait trop douloureux de démentir qu'ils ne sont pas du côté du bien. Donc ils continuent à s'accrocher à l'idée qu'ils sont attaqués, qu'ils ont face à eux des nazis, des traîtres. Quitte à se bercer d'illusions et à essayer de croire au propre. Vous avez en fait toujours un syndrome qui ressemble beaucoup à celui de la République de Weimar, je dirais. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de Russes qui ont été convaincus par leur État que c'était le syndrome, vous savez, du coup de poignard. Dans le dos, un peu comme les Allemands avaient considéré que les Juifs leur avaient asséné un coup de poignard, et ça a justifié ce qu'ils ont fait contre eux. Et là, il y a cette même approche vis-à-vis des Ukrainiens qui sont du coup devenus une sorte d'obsession avec une volonté presque fascisante, en fait, de les éliminer, qu'on voit évidemment exprimée de manière très violente, très brutale, en fait, sur les ondes officielles russes. Vous avez publié il y a quelques jours pour nos confrères du Figaro une analyse dans laquelle vous évoquez le risque d'effondrement du pays, et vous évoquez la date de 1917. Vous parlez de la Russie, vous dites elle s'enfonce dans une catastrophe nationale, l'effondrement qui se profile risque de ressembler par son ampleur à la tourmente de 1917. Qu'est-ce que vous entendez par là? Qu'est-ce que vous voyez comme signaux, comme parallèle avec cette époque-là? En fait, déjà, il y a, bien sûr, tous les scénarios sont ouverts. On ne sait pas du tout quand va se produire cet affaissement. Mais moi, je suis persuadée que
ce qui se passe mène à une forme de catastrophe. Donc, est-ce que ça sera la catastrophe du régime ou est-ce que ça sera la catastrophe de la Russie? Ça, nous ne savons pas encore si ce Donc, régime soit le régime poutinien s'effondre, soit le pays tout entier. soit en le fait. pays peut aller vers quelque chose de terrible, avec, par exemple, vous voyez bien qu'aujourd'hui, nous avons une désinstitutionnalisation en Russie qui est Qu'est-ce que ça veut absolument dire? frappante. C'est-à-dire qu'en fait, le pouvoir est concentré dans les mains d'un homme, Mhm. entouré d'une forme de clique, de gens qui sont assujettis en fait à sa volonté et qui se comportent beaucoup plus comme des valets, des courtisans que comme des oligarques. Quand on parle d'oligarchie, je pense que c'est totalement erroné comme formule, parce que l'oligarchie présuppose un pouvoir, et ces gens-là n'ont pas de pouvoir, Vous ils n'ont dites pas de que pouvoir de le pouvoir est s'opposer. uniquement entre les mains de Poutine Le aujourd'hui. pouvoir est entre les mains de Poutine, et de cette espèce de Poutine collectif qui l'a. Quand vous voyez par exemple Medvedev est devenu comme un appendice, puisqu'il se comporte comme lui, il essaie même d'être encore plus. De le précéder, Voilà, de le d'anticiper précéder. ses- Donc il est devenu le prolongement en fait de ce pouvoir. Donc là on peut parler de Poutine collectif, mais il n'y a plus d'institutions, il n'y a plus de parlement depuis longtemps d'ailleurs, il n'y a plus de médias, il n'y a plus Vous voulez de. dire que les votes de la Douma sont des votes à la botte de Poutine, qu'il n'y a pas d'autonomie parlementaire? Aucune, c'est une véritable chambre d'enregistrement qui fait des déclarations absolument effrayantes, qui ne se comporte pas en fait comme un pouvoir législatif. Donc du coup, qu'est-ce qui émerge? Regardez par exemple aussi cette désinstitutionnalisation, c'est l'apparition de la milice Wagner et d'autres milices, c'est-à-dire que l'armée est d'une certaine manière, de manière délibérée par le pouvoir, privée d'une partie de ses Donc attributs. vous, la concurrence qu'on a vue ces dernières semaines entre Prigojine pour Wagner et le ministre de la Défense officiel Shoigu, vous le voyez comme un symbole, un symptôme de cette déliquescence? Oui, de liquescence, de chaos qui monte. Et la grande préoccupation, c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est ce que disent et moulinent à longueur de temps les opposants russes qui travaillent. Il y en a des milliers en fait, hein, qui réfléchissent, qui s'expriment sur des chaînes YouTube, etc. Et qui s'inquiètent en fait de qui saisira, c'est-à-dire si le pouvoir s'effondre, c'est-à-dire Poutine lui-même s'effondre comme c'est un autocrate absolu. Quand lui partira, ça va ouvrir un appel d'air. Et la question, c'est qu'est-ce qui vient après, évidemment. Et leur grande inquiétude, c'est que, en cas de défaite, ces milliers d'hommes qui vont rentrer du front en colère, frustrés, ayant perdu tous leurs proches, Cherche un exutoire. cherchant un exutoire et pouvant éventuellement pousser le camp ce qu'on appelle les turbopatriotes, c'est-à-dire les durs, à se profiler. Donc ça, c'est un des scénarios. Encore plus dur que Poutine. Pas plus dur, mais si vous voulez, ça serait le scénario de 17 où il y a l'espoir qu'il peut y avoir une ouverture. Et il y a par exemple l'espoir d'une sorte de perestroïka bis. Vous voyez, quelqu'un qui émerge. D'ouverture du Voilà, pays. par le haut, c'est-à-dire quelqu'un qui vient du système, mais qui est quelqu'un de plus, disons, raisonnable, qui veut réouvrir vers l'Ouest, etc., qui s'aperçoit que c'est la situation catastrophique, qui n'est pas nécessairement un grand libéral, mais quelqu'un qui veut renouer avec l'Ouest, sortir de l'isolement. Et à ce moment-là, est-ce que il pourra s'appuyer sur une force, ou est-ce que les seules forces qui seront présentes seront plutôt des durs, et que c'est eux finalement, comme en 17 avec les bolcheviks, qui triompheront? Qui prendront le pouvoir. C'est une question que posent les Russes, les intellectuels. Il vous paraît menacé, fragilisé aujourd'hui, Poutine? Vous rapportez une citation, vous rappelez une citation qui est très intéressante. Vous dites un proche du régime à un ami oligarque lors d'une conversation qui a été interceptée au début de l'année par les services de renseignement occidentaux. Vous faites la citation suivante: tout est pourri, Poutine n'a rien fait, ils ont tout volé, ils vont se noyer ensemble. Oui. Ça veut dire qu'il y a, y compris dans cette oligarchie dont vous parliez, un ressentiment contre Poutine, contre la personne de Poutine. Il ne terrorise pas assez pour que chacun lui soit complètement soumis. Oui, alors si vous voulez, moi, évidemment, je reste très prudente et je suis un observateur comme les autres qui essaient de décrypter. On en est réduit à faire une forme de criminologie. Et c'est vrai qu'il y a quand même énormément de fuites. Et donc, on peut se poser la question d'ailleurs de qui fait fuiter en fait, ce type de conversation. Ça veut dire qu'à l'intérieur de la hiérarchie, il y a des gens qui veulent montrer que tout le monde n'est pas d'accord aussi. Et donc, qu'il y a une déliquescence. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est vrai que c'est quand même très frappant quand on voit que des proches du régime semblent absolument effrayés
par l'état de chaos, de désarroi qui règne à l'intérieur de ces structures, qui reconnaissent en fait aussi la pourriture en fait de ce régime dont beaucoup d'entre nous avons parlé depuis des années, dont il y avait énormément de signes, d'indices, d'exemples, mais que personne ne voulait voir parmi les élites occidentales qui préféraient, comme certains de nos anciens premiers ministres, continuer à voir en la Russie On va en parler, d'Eldorado. effectivement, François Fillon qui a été entendu hier à l'Assemblée. Juste un petit mot sur la stratégie qu'on doit avoir par rapport à cette Russie. Dans l'analyse dont je parlais à l'instant, vous avez ce titre-là, Penser la Russie, c'est une urgence pour l'Europe. Et la question est posée, pourquoi la France n'en prendrait-elle pas l'initiative? Est-ce que la stratégie qu'a eu le président français de dire il faut garder un lien avec Vladimir Poutine, il faut garder un dialogue, une tentative de dialogue, vous paraît être la bonne? Est-ce qu'elle vous paraît être validée? Est-ce que le fait de poser la question, c'est y répondre favorablement pour la stratégie du président actuel? Enfin, moi, il me semble que non, que c'est pas la bonne méthode. C'est-à-dire, je pense que élaborer une stratégie, c'est reconnaître en fait que rien ne pourra être construit avec le pouvoir actuel. Et je crois que dans l'idée d'Emmanuel Macron, au départ, il y avait cette idée qu'il était possible de s'entendre en fait avec ce pouvoir et de reconstruire même après. Il continuait à dire ça en fait au début de la guerre, malgré 2-3 mois après le début de cette guerre. Donc je pense qu'il y avait sur le plan de l'analyse une erreur en fait. Mais en revanche, il me semble que la France, et pourquoi pas Emmanuel Macron, devrait travailler dès aujourd'hui, en fait, sur l'état de la Russie. Déjà, je pense qu'il serait absolument indispensable que le président s'équipe d'une sorte de cerveau collectif et que ça se fasse peut-être même au niveau européen, où on puisse avoir une connaissance, une expertise extrêmement approfondie, à la fois pour évaluer en fait ce qui se passe en Russie, quel est l'état d'effort. Pour mieux comprendre le pays. Pour mieux comprendre le pays, premièrement. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment un défaut de connaissance en fait profonde de ce qui se passe là-bas. Et deuxièmement, une réflexion sur comment on fait pour encourager des forces qui pourraient faire revenir la Russie vers la raison et vers une démocratisation. Quelle doit être en fait la politique de l'Europe? Quels doivent être les signaux qui sont envoyés? Devons-nous aider à l'extérieur? Est-ce qu'il doit y avoir une politique, par exemple, médiatique? Est-ce qu'il doit y avoir des discours qui laissent entendre que si la Russie change de cap, elle serait et donc se débarrasse de ce régime, elle pourrait trouver un accord plein et entier, même une sorte d'aide importante de l'Europe pour être réintégrée. J'ai publié vous citez en fait ma chronique, mais j'ai publié l'interview d'un ancien Premier ministre lituanien, ce qui est très intéressant parce que c'est un Balte, donc, et qui dit, lui, qu'il serait absolument fou de vouloir abandonner la Russie, c'est-à-dire de s'occuper de manière très locale que de l'Ukraine. Que l'Ukraine, c'est absolument indispensable de gagner la guerre, de punir les coupables, de faire vraiment le travail très dur, en fait, de jugement de ce qui s'est passé, mais qu'il faut aussi imaginer une manière de tendre la main à la Russie qui, elle, n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Laure Manduier, vous faisiez allusion à l'ancien Premier ministre français, François Fillon. Il était entendu hier à l'Assemblée dans le cadre d'une commission d'enquête sur les ingérences étrangères. Bon, au-delà d'une formule qui a été très commentée, puisqu'il nous dit si j'ai envie de vendre des rillettes sur la place rouge, je vendrai des rillettes sur la place rouge. Il y a quand même une question de fond qui est: y a-t-il ou pas une capacité d'ingérence, d'influence russe en France? Lui, il balaye toute idée, par exemple, qu'il puisse y avoir une ingérence au moment des campagnes électorales, au vu des règles qui sont appliquées chez nous. Est-ce que de votre point de vue, la France, les Français peuvent dormir sur le deux oreilles, tranquille, en se disant l'ingérence russe, l'influence russe, c'est plutôt de la fantasmagorie? Oui, moi je suis absolument sidérée d'entendre les propos de M. Fillon, qui visiblement n'a pas fait son autocritique en fait sur la manière dont il a perçu et géré en fait ses relations à la fois avec la Russie, et parce que quand même c'est un ancien Premier ministre qui engageait d'une certaine manière la France, et ne pas voir que les Russes l'ont utilisé comme une sorte d'arme de guerre, et que les Russes sont dans une grande confrontation, pour reprendre le titre du livre de Raphaël Glucksmann, avec l'Occident et avec l'Europe, et qu'ils sont en train d'utiliser en fait tous les moyens qui sont à leur disposition, achat d'élite,
et d'anciens premiers ministres s'il le faut, techniques de déstabilisation, un encouragement à des Donc, mouvements. pour vous, il y a bien une menace aujourd'hui. Révoltes sociaux, il y a évidemment une menace, et ça fait partie de cette guerre hybride dont Vladimir Poutine, je dirais, est l'architecte et le champion, puisqu'il est beaucoup plus mauvais quand il s'agit de guerre de haute intensité, comme on le voit en Ukraine. Merci beaucoup, Laure Bandeville, d'avoir été l'invité de LCI ce matin. C'était un plaisir. Dans un instant, on continue sur tous ces thèmes avec Elisabeth Martichoux dans le temps de l'info. D'abord, c'est votre météo, Orange.